Bonjour à tous, c'est Agathe et Garance de Télé-Sorbonne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la télémission de février. Ce mois-ci, nos reporters se sont intéressés au thème de la politique. En effet, avec les élections qui approchent, il faut être préparé. On espère que l'émission vous plaira. Et tout de suite, place au générique. On est au Belvédère de Belleville qui nous permet de prendre un peu de recul sur Paris. En effet, Paris regroupe à elle seule les lieux de pouvoir les plus importants et symboliques de France. L'hôtel Matignon, le Sénat, l'Assemblée nationale, mais aussi le palais de l'Élysée. Nos équipes ont essayé de dépasser ces institutions pour aller directement à la rencontre des acteurs de la politique française. Pour notre première rubrique, nos reporters ont eu la chance d'interviewer Enzo, membre de l'application Élise, qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. En effet, elle prétend vous permettre de trouver le candidat aux élections présidentielles qui vous correspond le mieux. Alors, ça match ou pas ? En reprenant les codes de séduction sur Internet de Tinder et en mêlant ces codes à la politique, on fait un mélange qui donne de nouvelles symboliques à la politique pour la rendre plus attirante, plus sexy justement. Moi c'est Enzo Gabriel, et je suis un étudiant qui vient de la banlieue, du 94. Je me suis dit pourquoi pas plus s'engager, faire de la communication politique, et c'est pour ça que j'ai rejoint le projet Élise. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots l'application Élise ? Et bien sûr, Élise, c'est une application qui rend la politique plus sexy, pour attirer les jeunes justement. On est là pour les inciter à s'intéresser au fond de la politique, aux jeux de la politique, aux enjeux, pour qu'ils s'intéressent au programme, à ce que ça va amener de participer démocratiquement à notre pays. Élise, c'est une première étape dans notre réflexion, c'est pas l'aboutissement, et c'est un début dans le renouveau démocratique. Pourquoi avez-vous choisi ce nom, Élise ? À l'origine, c'était une fille qui s'appelait Élise, qui se plaignait de ne rien comprendre à la politique en France parce que c'est mal présenté, parce que c'est le bordel. Et donc, en son honneur, on a nommé l'application Élise. Mais c'est aussi bien évidemment parce qu'il y a un petit jeu de mots, Élise, Élysée. Comment cette application constitue-t-elle un moyen d'inciter les jeunes à s'intéresser à la politique ? Eh ben, c'est assez simple. En reprenant les codes de séduction sur Internet de Tinder, qui sont assez connus de la jeunesse tout de même, et en mêlant ces codes à la politique, on fait un mélange, une hybridation qui donne de nouvelles symboliques à la politique pour la rendre plus attirante, plus sexy justement, faisant moins une structure obscure, mystique et désagréable. Combien de personnes font partie de l'équipe Élise ? Vous êtes combien en fait à gérer cette application ? On est une vingtaine. Nous sommes uniquement des étudiants. Donc il n'y a pas d'adultes, il n'y a pas de professionnels, il n'y a personne qui est payé, on n'est que des bénévoles. Maintenant, il y a essentiellement des rédacteurs, ceux qui écrivent des propositions comme moi. Et enfin, il y a bien entendu les chefs du projet, qui sont Grégoire, avec Valran et Gaspard, et François-Marie. François-Marie étant notre unique programmeur qui n'est aidé que depuis peu par un second. Et en quoi consiste ton rôle au sein du pôle de rédaction de contenu ? Je suis là pour écouter les programmes des candidats, mais pas que, surtout en faire ressortir l'essentiel pour chacun des 9 thèmes qu'on a établis, qui sont économie, sécurité sociale, défense, et j'en passe. Et donc je dois permettre aux gens de comprendre à quoi se résume un candidat. Donc j'écris les propositions, mais aussi les en savoir plus. Comme Emmanuel Macron n'est toujours pas candidat à la présidence de la République, comment vous basez-vous sur quelles propositions en fait ? Alors, c'est vrai que c'est un problème parce qu'on sait qu'il va devenir candidat, mais comme il ne se présente pas officiellement, il n'a pas encore présenté son nouveau programme. Et donc, au tout début d'Élise, on s'était essentiellement basé sur son programme de 2017, ce qui est discutable bien sûr. Et là, progressivement, avec ces déclarations qu'il laisse tomber au compte-gouttes, peu à peu on le remplace ce programme par un nouveau. Et avez-vous réussi à toucher un grand nombre d'étudiants avec cette application ? Ça oui, ça je peux me le permettre de le dire. On a plus de 2 millions de téléchargements et on en est assez fiers. Mais est-ce que cette application attire aussi les personnes plus âgées, les adultes notamment ? Alors quant aux adultes, ils ne font pas partie de notre public cible. Néanmoins, nous sommes convaincus que ça peut les toucher. D'ailleurs, on a eu beaucoup de retours d'adultes justement qui nous ont félicités pour notre travail. Donc même si on sait que la part d'adultes qui
n'apprécient pas forcément ce qu'on fait. Et plus importante, on sait pertinemment qu'eux aussi, ils apprécient et reconnaissent notre travail. Et quel est l'avenir de cette application après l'élection présidentielle? Est-ce qu'elle est destinée à perdurer ou pas? On ne sait pas qu'est-ce qui va devenir de l'application. Le plus important déjà, notre priorité, c'est la présidentielle. Et après, on verra, mais bien sûr qu'on pense aux législatives, bien sûr qu'on pense aux européennes. Si le projet marche sur la durée, parce que c'est pas gagné, on pourrait se développer. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui voudraient aller plus loin dans la politique et l'application Élise constitue une première approche justement de ce monde politique? Je leur proposerais de regarder, de lire, d'apprendre l'histoire de la politique en France, mais surtout dans le monde. Si ils ont le temps à rien, qu'ils n'ont pas le temps d'étudier l'histoire, qu'ils n'ont pas le temps de regarder la philosophie, eh ben, ils peuvent tout de même se renseigner sur l'actualité, surtout sur l'actualité de la politique étrangère. On s'est baladé dans Paris pour venir à votre rencontre et vous permettre de nous partager votre expérience politique. On retrouve tout de suite Eve et les reporters pour répondre à nos questions. À 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle, nous nous retrouvons place de la République. Alors que vous êtes en pleine réflexion, nous sommes intéressés à vos avis et vos expériences concernant le paysage politique qui se dessine. Avez-vous déjà voté? Quel a été votre ressenti? Ou bien encore, quelles mesures aimeriez-vous voir être mises en place? À vos réponses. Bon alors, vous avez déjà voté, j'imagine, et quel a été votre ressenti lorsque vous avez voté pour la première fois? Mais c'était quand? Et c'était pour qui? J'en ai aucune idée. Tu te souviens, toi? Oui, j'ai déjà voté pour 2 élections. Et pour un ressenti normal, bon, j'ai pas fait la fête en sortant ni rien. J'étais fier de voter, de contribuer à la démocratie. Oui, j'ai voté et vraiment c'était une expérience nouveau. Je savais pas trop quoi faire exactement, j'avais pas assez d'informations. Donc du coup, je votais pour le plaisir de voter. Oui, j'ai déjà voté. Mon ressenti la première fois, c'est que je savais pas trop quoi faire. Bon, pour ma part, j'ai voté qu'au présidentiel. Et toutes les autres, on les a pas faites. Tu les as pas faites? Oui, je les ai pas faites. Et de là, te sens-tu représenté par tes élus? Pas du tout. Par exemple, il y a des personnes qui ont voté pour des députés qui ont quitté des groupes parlementaires, qui sont passés de En Marche à non-inscrits, des choses comme ça, sans en rendre compte à leurs citoyens qui avaient voté pour un programme, un parti, etc. De ce que j'ai voté, oui, parce que c'était les élections municipales, donc c'était quelque chose de plus local, on va dire. Après, pour les élections nationales, je sais pas, on verra, un peu dans l'inconnu. Moi, personnellement, alors d'abord, un élu ne me représente pas personnellement, il représente la société. Et certaines fois, oui, et d'autres fois, pas du tout. D'autres fois, j'ai plus l'impression qu'ils font ce qui leur ferait plaisir à eux et pas à nous. J'ai l'impression qu'on est pas mal dans un pays avec une langue de bois et que nos élus le font beaucoup. Et localement, je me sens pas forcément... je connais pas mes élus locaux assez bien, par exemple. Est-ce que vous débattez en famille? Est-ce que vous pouvez parler des différentes opinions en famille? Alors moi oui, on vient pas du tout pour le coup du même milieu par rapport à ça. La politique c'est au cœur de mon éducation. Donc moi j'aime bien, je m'y intéresse. Je sais que c'est important justement. Je pense qu'il faut dire à vous justement d'aller voter. Pour le coup, on n'aborde pas trop le sujet. Et comme ça c'est mieux pour tout le monde, il n'y a pas d'engueulade. Alors c'est pas houleux parce que je ne parle qu'avec des gens qui acceptent la contradiction. Parce que ça me permet à moi de réfléchir à mes propres opinions. Seul, on ne réfléchit pas. Mais si je sens que la contradiction n'est pas possible, là non, je ne vais pas débattre parce qu'on va s'engueuler, que je vais perdre des amis et qu'en plus, moi, je peux vraiment m'énerver très très fort. Quel que soit le sujet, pas forcément politique. On parle de chaussettes, je peux aussi m'énerver. De chaussettes. Si vous étiez présidente, ça donnerait quoi? Est-ce que vous auriez des mesures à nous proposer là tout de suite? Le revenu universel. Immédiatement, comme ça, je penserais à un truc en rapport avec l'écologie. Donc je passerai à la 6ème République. Alors moi, présidente, jamais. Parce que, alors moi je pique dans la caisse et tout, je pique tout. Puis je leur dis au revoir, merci, je fais comme vous. Non, j'augmenterai le taux d'alcoolémie sur les routes, parce que c'est mieux pour rentrer après les fêtes. Alors d'abord, on augmente le SMIC, parce qu'il est inadmissible de ne pas pouvoir vivre avec son travail. Ça, c'est pas possible, je trouve ça aberrant. On travaille 7 heures par jour, 8 heures par jour, peu importe. Et des personnes qui ne peuvent pas se nourrir leurs enfants et vivre correctement. Je ne parle pas de voyager dans le monde entier, on s'en fiche de ça. Mais au moins juste vivre. Pour cette rubrique, nos reporters se sont intéressés à la régulation du temps de parole politique dans les médias. Ils vont vous expliquer comment fonctionne le CSA et quels sont vos objectifs. On vous en dit pas plus, notre temps de parole est déjà écoulé. On vous laisse avec la suite.
Merci les filles, mais attention, on ne dit plus CSA. Le nom a changé très récemment pour ARCOM. D'ailleurs, on reçoit une chargée de mission, Madame Rita Abou Khalil, qui nous en dira bien plus. ARCOM, c'est une autorité publique indépendante qui vient d'être créée pour fusionner le CSA et Adopi. Du coup, aujourd'hui, l'ARCOM est censé gérer en même temps radio, télé et tout ce qui se passe. L'ARCOM est dirigé par un collège composé de 7 membres, le président et ses 6 conseillers. Ils sont nommés par décret du président de la République pour un mandat de 6 ans, non révocable et non renouvelable. En plus de ce collège, l'ARCOM compte 300 employés pour réguler l'ensemble des médias audiovisuels. Quand il y a des militants sur un meeting qui vont parler, qui vont être interviewés en train de parler, ça c'est aussi considéré comme du temps de soutien, donc du temps de parole pour le candidat. Sinon, à chaque fois qu'un candidat va être cité par un journaliste, par une autre personnalité qui n'est pas son soutien à l'antenne, c'est du temps d'antenne pour le candidat. Ça a toujours été le cas que, par exemple, le président de la République, il a des fonctions régaliennes et qu'il va certainement avoir du temps d'antenne parce que les journalistes vont parler de ce qu'il a fait dans ses fonctions régaliennes et du coup on ne peut pas comptabiliser ça comme temps de parole candidat. Par exemple, si on considère qu'il a plus le droit à du temps d'antenne, c'est parce que c'est le président et de toute façon, même s'il ne veut pas se prononcer, les autres candidats vont parler toujours de lui, vont souvent l'attaquer dans leur manière de faire campagne et c'est pour ça qu'il aura beaucoup plus de temps d'antenne qu'un autre candidat à la présidentielle. D'après les chiffres du 18 février, Valérie Pécresse est la candidate qui s'est le plus exprimée, tous médias confondus. Elle cumule 112 heures de temps de parole à l'antenne. Emmanuel Macron, qui n'a pourtant pas encore présenté officiellement sa candidature, apparaît en deuxième position avec 97 heures, juste avant Marine Le Pen qui cumule 94 heures. S'en suivent Éric Zemmour, dont le temps de parole atteint 84 heures, et Jean-Luc Mélenchon avec 61 heures. Toutes ces données sont consultables sur le site de l'ARCOM, par média ou tous médias confondus. On peut voir vraiment un peu une monopolisation d'une idéologie ou d'un certain courant d'idées sur plusieurs chaînes. Et ce qui peut rendre la mission un peu compliquée. Il y a eu vraiment beaucoup d'envois concernant des surexpositions d'un candidat en particulier, donc je pense qu'on est tous au courant qui c'est et qu'en principe il doit y avoir un respect d'équité d'ici le 8 mars parce que c'est la dernière date limite pour vraiment un respect d'équité pour tous les candidats. Et on est indépendant, on est un service public mais géré indépendamment. Donc même si on dépend des services du Premier ministre, par exemple, on n'a pas vraiment des subjectivités, on n'a pas des affinités politiques. On est plus là pour donner la parole à des candidats qui n'ont pas forcément la parole. Et du coup, ça veut dire que les candidats qui ont trop de parole, on doit dire que ça doit un peu baisser pour que d'autres candidats aient du temps d'antenne. En fait, il y a beaucoup d'étapes et surtout qu'on fonctionne en aval et pas en amont. Du coup, on est obligé d'attendre, voir ce qui se passe à l'antenne pour avoir des relevés de temps de parole pour après envoyer nos recommandations ou nos directives un peu aux antennes. On tend aussi à défendre cela sur le numérique, mais bon, c'est tellement large, c'est tellement grand, donc c'est une ambition. On veut veiller, on veut travailler pour, mais voilà, on verra qu'est-ce qu'on pourra faire. La télémission est déjà terminée, on espère qu'elle vous a plu. On remercie tous les participants et les membres de Télé Sorbonne et on vous retrouve le mois prochain pour une prochaine émission.